Eh bien, j'ai Annie Meret. J'ai été secrétaire responsable de la mairie de Plougasnou de 1974 à 2000. Donc en 1978, moi j'étais élu maire de Guimec depuis peu de temps, puisque les élections avaient eu lieu en 1977. Et donc je faisais ça bien sûr en plus de mon travail au collège de Lambert. Je m'appelle Guy Réguer, j'étais agriculteur jusqu'en 2005 et j'ai toujours habité Plougasnou. Dès que les gens sortaient un peu partout, jusqu'à Saint-Brieuc, je crois, on sentait le mazout à plein nez. On a vu des images de ce pétrole qui déboulait sur la côte. Et ici, il n'est arrivé que plus tard, le pétrole. Mais on ne s'attendait pas qu'il arrive ici. Hein. Il est arrivé assez vite finalement, ouais. Dans le courant de la semaine, quoi. Et un jour, j'ai été surprise par cette odeur de pétrole. Et le lendemain, le pétrole était là. C'était sinistre parce qu'il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait plus de vagues, puisque la vague, elle était tellement chargée de pétrole qu'elle venait mourir sur le bord de la plage. Ouais, c'était impressionnant. Alors, à mon idée, c'est le samedi ou le dimanche de Pâques que c'est arrivé ici. Donc une semaine après le naufrage. Après mon travail au collège, je suis venu ici à la pointe de Bécanfry, j'étais seul. Et j'ai vu cette plage qui était parfaitement propre. Je l'ai vue souillée, j'ai vu la nappe qui venait de Saint-Jean-du-Doigt passer la pointe de Bécanfry et très rapidement arriver sur cette plage. Le maire de l'époque, c'était André Déhan, qui était un ancien capitaine de remorqueur. Et il a pris les choses en main très très vite. Et on a eu assez rapidement quand même l'aide de l'armée. Et beaucoup de bénévoles et paysans qui se sont manifestés très très vite avec leur tonalisier. La mairie, enfin tous les services de l'État étaient concernés. On demandait aux agriculteurs de venir avec leur tonalisier, hein, mais bon, tonalisier contre Seine-Marie-Nord, là, c'était pas grand-chose. Hein. Sur les plages, bon, on avait accès avec les tracteurs, les remorques, les tonnes, mais dans les rochers, on ne pouvait rien faire, nous. Et, bon, les tonalisiers descendaient dans des endroits comme le Guerzig, là, où on ne pouvait que descendre en tracteur, et encore, il fallait attacher 2-3 tracteurs pour ressortir, avec les pieds dans le mazout pour remonter sur les tracteurs, je ne vous dis pas. À la fin, à force de rouspéter, on avait eu un service de nettoyage des tracteurs, des bottes, qu'on rentre à la maison quand même dans un état correct. Ça a duré une quinzaine de jours, mais après, tout le monde avait du travail dans ces exploitations. Il y a eu des touristes, mais il y a aussi des curieux. Ouais. Des curieux qui sont venus voir ce qu'il en restait, quoi. Après, il y avait des fosses qui avaient été faites plus loin dans un champ, garni de plastique, pour que ça ne s'infiltre pas. Et après, les camions venaient pomper ça pour aller sur Brest. On se demandait comment on allait, par quel bout on allait commencer. Réellement, par quel bout on allait commencer. On avait beau avoir pompé ce qu'on pouvait pendant la durée de la marée, et le lendemain, il y en avait encore autant. Hein. Et puis on avait l'impression de travailler avec des petites cuillères, quoi.
la quantité était tellement énorme que... Les indemnités n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et puis ça a foutu un froid après, hein, par rapport aux camions qui étaient réquisitionnés. Les derniers militaires ont dû partir en juin. Bah oui, il fallait pas quand même qu'on soit en train de nettoyer au moment de la saison touristique. Il y a des espèces style bigorneau, moule, tout ça, tous ces coquillages-là ont quasiment disparu à ce moment-là. Et par contre, les crevettes ont proliféré. Moi, je me souviens au moins des transactions qu'il y avait eu avec les remorqueurs pour dégager ce bateau-là vers le large, et qui n'avait pas abouti, hein, parce que les discussions avaient duré beaucoup trop longtemps. Parce que s'il avait tiré vers le large, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Hein. Ouais. Il aurait coulé tout de suite. Le mouvement d'union pour faire payer les pollueurs est parti des Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, il y avait le maire de Pleubian, qui s'appelait Jean-Yves Simon, qui a lancé un mouvement appuyé par le Conseil général des Côtes d'Armor, qui était présidé par Charles Josselin à l'époque. Ils se sont adressés aux autres qui avaient été concernés par la catastrophe, c'est-à-dire les communes du nord du Finistère, les communes côtières. Et là, ils ont trouvé Alphonse Arzel comme interlocuteur. Et Alphonse Arzel a une grande capacité de mobilisation. C'est un meneur d'hommes. Et très rapidement, c'est lui qui a pris les choses en main. Et en fait, il y avait une troïka, on peut dire, qui était composée d'Alphonse Arzel, le maire de Ploudalmézeau, là où avait eu lieu la catastrophe, Charles Josselin, donc président du Conseil général des Côtes d'Armor, et Jean-Baptiste Henry, qui était à l'époque chercheur à l'INRA. Et Jean-Baptiste Henry a joué un rôle incontestable par sa connaissance qu'il avait du monde économique, sa parfaite maîtrise de l'anglais aussi. Beaucoup de maires du secteur sont allés à Chicago. Mais ils ont défilé avec leur écharpe tricolore dans les rues et ils ont été très déçus parce que personne ne faisait attention à leurs manifestations. Alors, en fait, il y a eu deux procès. Le premier procès était un procès en responsabilité. Ce procès-là s'est ouvert en 82. Donc, il y a eu un premier procès en responsabilité. Et là, Amoco a été déclaré entièrement responsable de la catastrophe. Et à partir de ça, les communes ont constitué leur dossier d'indemnisation. Qui partait qui partait donc de 78 années de la marée noire jusqu'en 86 ouais. Qui était la 85-86, qui était l'année où tout le monde a témoigné et a défilé à Chicago. Mais on nous avait quand même donné des consignes. Alors, on pouvait surtout jouer sur l'état du réseau de voirie, puisque bon, il y avait des petits dossiers qui étaient faciles à... C'était par exemple tout ce qu'on avait pu dépenser pour faire décaler casse-croûte aux militaires de la marée noire. Là, c'était une équipe de bénévoles qui le faisait tous les jours. Bon, ça c'était facile à chiffrer.
Je me souviens que j'avais appelé mon mari le premier jour et je lui avais dit, mais je me demande qu'est-ce que je suis venue faire ici. Et il m'avait engueulé. Il m'avait dit, tu as intérêt à dire tout ce que tu as à dire. Hein. Tu es parti, maintenant tu dois cracher le morceau. Donc moi j'ai travaillé exclusivement avec Ron Allen et puis Jill, l'assistante. Et c'était assez affreux parce que on allait pour plaider pour un dossier en tant que victime et on se retrouvait devant des avocats qui vous traitaient de menteurs en vous disant mais il n'y a jamais eu de marée noire, quoi. Je ne sais plus quel journaliste avait écrit que quand on passait au tribunal à Chicago, on avait l'impression que c'était la Bretagne qui était allée heurter la Moco-Cadiz, tellement on essayait de nous culpabiliser. Chaque dépense devait être justifiée et chaque dépense devait apparaître au compte administratif. Je me souviens que je refaisais mes comptes la veille, je crois, du passage et, je ne sais pas, dans le compte administratif, j'avais un écart de 20 francs. Je ne savais pas où étaient passés ces 20 francs et comme je savais que je risquais d'être attaqué là-dessus, je me souviens que j'avais mis 20 francs dans ma poche et je me disais si on me cherche des histoires là-dessus, je les poserai sur la barre du témoin et histoire de démonter l'affaire. La partie que l'on considérait comme la plus lourde était l'indemnisation des dégâts écologiques. Mais les dégâts écologiques n'ont pas été pris en compte. Ce qui fait que pour nous, ce qui restait, c'était essentiellement les dommages routiers. Ici, pour la commune de Guimec, les indemnisations avec les cotisations, les frais de tribunaux, ça s'est monté à 1 300 000 francs. Donc les communes ont toutes défilé en 86 et je pense que le juge Magard a rendu son verdict en 88, il me semble. D'accord. Et après il y a eu donc toutes les sommes ont été bloquées. Ouais. Les communes ont fait appel parce qu'elles estimaient que il y avait des dommages qui n'avaient pas du tout été pris en compte, ce qui était vrai. Et l'argent n'a dû être débloqué qu'en 92. Ce qui a changé, c'est d'abord la solidarité. On s'est rendu compte que la solidarité entre les communes avait été payante. Et quand il y a eu la catastrophe du Tagno 2 ans plus tard, eh bien, les communes savaient comment il fallait protester. Le problème de l'indemnisation écologique a été reconsidéré après. Et quand l'Exxon Valdez s'est échoué sur les côtes du sud de l'Alaska, eh bien, déjà on savait comment mesurer le dommage écologique. Parce que ce qui avait fait que ça n'avait pas été retenu, c'est qu'il n'y avait aucun système de mesure du dommage écologique. Ouais. Et quand ça s'est produit pour l'Exxon Valdez, eh bien aussitôt, puisqu'il s'agissait encore d'une compagnie américaine, aussitôt ils ont déployé des quantités de moyens pour nettoyer les plages de l'Alaska qui avaient été donc touchées par l'Exxon Valdez. Pour le Torrey Canyon, pour la Moco, Bretons, sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et Pollen, Bisque et Petita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Pour le Gino, l'Érica, le Tagno, on ressort nos pelles, on ressort nos seaux. Chez la Moco, Pépito, Talfina, ras-le-bol de votre merde, ça suffit comme ça. Depuis 30 ans, une sale manie perdure, les pétroliers par milliers de tonnes, en coulant viennent chier leurs hydrocarbures, prenant pour poubelle les côtes bretonnes. La Bretagne en colère par ses marées noires regarde consterner les vagues déferlées, apportant sur ses grèves ce foutu coltard et son macabre lot d'oiseaux mazoutés.
Pour le Torrey Canyon, pour la Moco, Bretons, sortez vos pelles, sortez vos seaux. Olympique et Pollen, Novice et Petita, pour ramasser la merde, les Bretons sont là. Je me souviens que, bon, ça c'est une petite anecdote, on dînait avec les avocats tous les soirs, donc ça nous permettait d'échanger tout ça. Et Barry Kingham, qui était assez... nous prenait un petit peu pour des petits Français de leur petite coin breton, là. Et il m'avait dit... Oh, vous savez, quand plus tard, vous serez contente de raconter à vos enfants que vous avez été à Chicago, comme il disait. Et puis je lui avais répondu, oui, mais vous savez, hein, mes petits-enfants, ils vont me dire, écoute, grand-mère, ça suffit, tu nous as déjà raconté ça alors. Et du coup, bon, il n'avait pas insisté.